Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Stratégie. Merci Thibaut Fouillet pour ta présence. Merci. Je le rappelle, tu es directeur scientifique à l'Institut d'études de sécurité et de défense. Aujourd'hui, nous allons examiner la posture américaine face à la guerre en Ukraine. Alors avant toute chose, il me semble nécessaire de rappeler que le début de la guerre en Ukraine date de 2022, dans sa phase d'invasion à grande échelle par la Russie. Mais on peut aussi considérer que la guerre a déjà commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et le début du conflit dans le Donbass. Alors pour embrasser au mieux l'ensemble du sujet, et si tu le veux bien, on va aborder les choses de manière chronologique afin de comprendre pleinement le positionnement actuel des États-Unis. J'ai deux questions à te poser pour commencer. Dans un premier temps, quelle a été la posture américaine vis-à-vis de l'Ukraine post-guerre froide dans les années 90 ? Et dans un second temps, c'est une question orientée, est-ce que la guerre en Ukraine est le résultat d'un hybris, c'est-à-dire un trop-plein d'orgueil des États-Unis victorieux, à pouvoir remodeler l'Europe sans prendre suffisamment en compte la Russie et les équilibres historiques? Alors merci beaucoup déjà, je suis ravi de pouvoir aborder ces questions avec toi. Je pense que le plus important, c'est de considérer dans ce cas-là une problématique de perception. Parce que quand on va parler, et c'est pour répondre d'emblée à ta deuxième question, quand on va parler du rôle des Américains, de cette relation Occident-Russie, post-guerre froide jusqu'à aujourd'hui, et donc les problématiques, finalement une problématique d'histoire militaire bien connue, les causes de la guerre, les origines de la guerre et la responsabilité dans cette guerre, je pense qu'on doit arbitrer des questions de perception. Si on prend les Américains, au sortir de la guerre froide, on a déjà une posture très particulière de ce qu'est la politique étrangère américaine. Au sortir de la guerre froide, mais pas seulement. La politique étrangère américaine, elle s'est construite sur deux idées très claires. La première, de l'idée des Américains eux-mêmes, de la destinée manifeste, c'est-à-dire une mission qu'auraient les États-Unis vis-à-vis du monde, une mission civilisatrice, mais dans l'idée où, parce que les États-Unis ont un parcours exceptionnel, parce que c'est une jeune nation au moment de sa création, c'est-à-dire une nation qui n'est pas dans les querelles millénaires entre Européens, qui n'est pas dans les logiques d'affrontement monarchique, en Europe, peut développer une politique étrangère nouvelle, une politique étrangère différente. Et donc, ça c'est la première grande idée. Deuxième grande idée qui vient en complément bien de cette destinée manifeste, ce qu'on appelle le discours sur le rocher, qui est une vision de les États-Unis, parce qu'ils ont cette destinée manifeste, ont une vision différente de ce qu'est la politique étrangère. Donc pourquoi j'insiste sur ces deux bases ? Parce que d'emblée, dans l'histoire américaine, alors après avec la fameuse doctrine Monroe, pendant les deux guerres mondiales, durant la guerre froide, les États-Unis se voient comme les garants d'une autre vision de ce que peut être l'ordre du monde. Alors après la Seconde Guerre mondiale, ça a été un ordre du monde fondé sur le droit, la création de l'ONU, la création aussi d'organes de gestion économique, le GATT qui deviendra l'OMC, etc., etc. Et donc on a la même vision, la même pensée de la politique étrangère au sortir de la guerre froide, où côté américain, on pense que le triomphe sur l'Union soviétique, mais plus globalement le triomphe sur l'ordre communiste, démontre la vigueur du modèle américain, le triomphe mondial de l'ordre libéral, bien entendu économique mais également politique, et la nécessité d'étendre cet ordre. De l'étendre en favorisant la démocratie, on en parlera j'imagine après, mais ça va amener toutes les guerres dites de regime change, donc le discours contre l'axe du mal de Bush fils, l'idée que, on a une nouvelle étape, et cette fois, le modèle américain n'a plus de contestataire direct, donc il faut faire triompher cet ordre libéral. Et j'en viens bien entendu à ta première question, ça implique qu'au sortir de la guerre froide, sans clairement, parce que là il y a des conflits de sources, en fait c'est comme l'œuf ou la poule, on peut toujours trouver un document qui dit que c'est de la faute des États-Unis ou c'est de la faute de la Russie, mais globalement la posture américaine du sortir de la guerre froide, c'est pas une posture où clairement on dit on va faire en sorte de envahir la Russie ou alors empêcher la Russie d'être une puissance. C'est juste la croyance réelle dans l'idée qu'on a le triomphe de l'ordre libéral. Donc tout État qui veut libéraliser son économie, qui veut rejoindre les structures libérales, donc l'Union européenne mais surtout l'OTAN en termes militaires, on va l'encourager, on va l'aider à. Donc même s'il n'y a pas eu de promesse américaine contre un élargissement, ou une promesse à l'élargissement par exemple de l'OTAN, il est clair que dans la vision américaine post-guerre froide, encourager le modèle libéral, encourager que les anciens États soviétiques deviennent des États européens et atlantistes et donc fassent partie de l'OTAN, c'est pas vraiment un problème. C'est d'ailleurs même
une logique qui est, si ce n'est directement encouragée, parce que le cas de l'Ukraine est différent par exemple du cas des États baltes, mais clairement c'est une politique qui est dans l'ordre des choses. On théorise, bon alors c'est quelque chose de bien connu, mais on a quand même une querelle entre Francis Fukuyama d'un côté et Samuel Huntington aux États-Unis pour savoir qu'est-ce qu'on fait des États-Unis. Et Francis Fukuyama est l'un des théoriciens de la fin de l'histoire. Donc on considère même à cette époque-là que le triomphe sur l'Union soviétique, c'est même un triomphe sur l'histoire. L'histoire au sens de la guerre, au sens de la contestation d'un modèle libéral américain. On pense dans cette vision-là, ça y est, la messe est dite. On va aller vers un ordre triomphant sur le modèle des valeurs américaines. C'est pour dire un peu l'état d'esprit. Je pense que cette perception, elle est intéressante. Et donc, pourquoi je parle aussi de perception ? Parce que si on renverse la table et qu'on regarde la Russie de l'autre côté, fondamentalement, on a une évolution de la politique étrangère russe entre 90 et 2010. D'abord, on a le temps de la crise. Le temps de la crise économique, le temps de la réforme libérale à grands traits, avec une présidence Elstine très tourmentée, très compliquée, et qui voit en fait dans la relation avec l'Occident, la relation avec l'Europe, le moindre mal, même la nécessité. Il faut pouvoir s'arrimer au libéralisme, il faut pouvoir faire sortir la Russie de la crise. Mais ce qui camoufle un peu une autre vision de la Russie, que représentera progressivement, on en reparlera, c'était pas tout de suite une opposition à l'Occident, mais progressivement les présidences Poutine et Medvedev, qui est une logique plus civilisationnelle, plus classique, traditionnelle, on va dire, de la Russie. Et dans cette vision-là, oui, forcément, la Russie ne peut pas être l'Europe, la Russie n'est pas substituable à l'Union européenne et inversement. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de perception. Mais il est clair que de toute façon, la politique étrangère américaine, de sa création à aujourd'hui et surtout au sortir de la guerre froide, est vraiment concentrée sur cette exceptionnalité du modèle américain et cette diffusion du modèle américain. Donc on est bien dans cette logique post-guerre froide, logique qui va, sans forcément le précipiter, mais bien entendu encourager et arrimer l'élargissement, et donc orienter progressivement vers une opposition des perceptions, une confrontation géopolitique, au moins dans l'idée de ce que doit être l'Europe, entre une Russie qui va retrouver sa posture de puissance en Europe, et bien entendu des États-Unis et une Union européenne qui se sera élargie, une organisation atlantique qui également se sera élargie, donc forcément on va avoir confrontation géopolitique. D'accord. Et comment les États-Unis vont appréhender la transition d'un moment unipolaire en tant que gendarme du monde à un retour à une compétition stratégique, c'est-à-dire à une contestation de l'hégémonie ? Alors ça c'est vraiment très intéressant parce que je pense que là on touche quelque chose d'important dans les études stratégiques, dans ce qu'on fait aussi dans ces débats, dans ces podcasts, qui est de regarder, parce qu'on a trop tendance à penser la géopolitique, la stratégie comme un grand jeu, un jeu parfait où tout est calculé, et là en fait on touche à quelque chose, il y a du hasard et il y a de l'impréparation. Et complètement, si on regarde ce passage, finalement à peine plus de 10 ans, entre 2001 et 2014, on a vraiment une évolution de cette posture américaine et même de la conception qu'on va avoir côté américain de ce qu'est la Russie et de ce qu'est la problématique européenne. En 2001, il faut savoir qu'après le 11 septembre, on a une certaine concorde mondiale autour de la lutte contre le terrorisme. Alors parce que ça arrange les Russes, ça arrange Poutine à l'époque qui est dans la guerre de Tchétchénie et qui est bien content que le terrorisme soit une question mondiale, pour avoir les mains libres aussi de son côté. Mais par exemple, on a des partenariats qui sont faits, qui sont encore le cas aujourd'hui, alors il faudra vérifier exactement, mais qui duraient au début de la guerre en Ukraine, autour de lutte contre le terrorisme, entre forces spéciales des divers pays, etc. Donc on passe vraiment d'une logique où, courant des années 2000, il n'y a pas vraiment côté américain de problème russe. Alors il n'y en a pas non plus trop, côté européen, mais même après la Géorgie en 2008, il n'y a pas de problème russe. Je vais même plus loin. Quand Obama, dans sa présidence, fait la théorie du reset, en 2012, on voit vraiment qu'il y a cette volonté, alors ça vient aussi de ce pivot vers l'Asie, la grande posture américaine de ces 15 dernières années. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça vient d'un article à la base d'Hillary Clinton en 2011 dans des revues internationales américaines qui dit donc c'est le siècle asiatique de la politique étrangère américaine et qui théorise ce pivot vers l'Asie, mais pour pivoter, il faut régler les autres problèmes, c'est-à-dire que pour se centrer stratégiquement sur l'Asie, il faut régler les autres problèmes. Et donc, au cœur de cette politique, vis-à-vis de la Russie, Obama cherche à lancer, 2011-2012, la politique du reset. On remet à plat
complètement les relations avec la Russie, on essaye d'aplanir toutes les tensions, on essaye en fait de régler le jeu européen. Donc c'est très intéressant de voir à quel point de 2001 à 2012-2013, la Russie n'est pas trop dans le scope stratégique américain, voire n'est pas une priorité dans l'agenda stratégique américain, et comment par contre 2014, la Crimée remet l'Europe et la Russie au centre du jeu, approfondi à partir de 2015 avec la Syrie, tentative de démonstration de force russe, etc., etc. Et je pense qu'on va en parler juste après, ce moment où la politique étrangère américaine doit se repenser. Oui, elle pivot vers l'Asie, mais il faut peut-être faire quelque chose en Europe. Et donc on va réinvestir l'Europe, et y compris en passant par un approfondissement des relations stratégiques avec l'Ukraine qui, comme tu le présentais bien au début, dans sa perception, elle, est bien en guerre continue, non pas depuis 2022, mais depuis 2014, parce qu'elle considère qu'elle a mené une guerre de moyenne ou de basse intensité dans le Donbass, ça dépend des périodes, mais se considère bien en guerre depuis 2014. Alors on va passer en 2014, lors de l'annexion de la Crimée, Washington a perçu cette annexion comme un tournant, une violation de l'ordre international. Par conséquent, la réaction américaine initiale a été logiquement des condamnations et des sanctions. Cependant, on peut se demander si la réponse des États-Unis, elle n'était pas limitée. Pourquoi je dis limitée ? Parce que les sanctions américaines étaient ciblées sur des oligarques, sur des banques, sur des entreprises, mais peut-être pas assez profondes. En plus de cela, Washington exclut d'emblée toute option militaire, donc il y a une absence de dissuasion crédible, sachant qu'il existe des divisions entre alliés européens. Et enfin, la dépendance énergétique européenne reste intacte. Les États-Unis ne touchent pas, à ce moment-là, au gaz et au pétrole, ce qui laisse le principal levier économique russe intact. Donc, la Russie garde à ce moment-là une marge stratégique majeure, ce qui, entre parenthèses, amènera probablement au sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. Donc, on peut se demander si l'effet politique des États-Unis est opposé à celui recherché, c'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par là ? Que les sanctions renforcent l'autosuffisance russe et le narratif anti-occidental du Kremlin. Et en plus de cela, elles vont contribuer à accélérer la consolidation interne autour de Poutine. Donc, je voulais savoir ce que tu en penses. Je te reformule la question plus simplement. Est-ce que la réponse limitée des États-Unis après l'annexion illégale de la Crimée en 2014 a finalement encouragé Moscou ? Alors, donc déjà, oui, je vais répondre directement à ta question, et je pense en effet que c'est le cas, mais je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble de ta présentation. Il y a juste un point qu'il faut avoir en tête, et qui est marquant pour la vision russe, ça répond à la fin de ta question, sur ce qu'ils veulent faire de 2022. C'est-à-dire que pourquoi on arrive à une réponse limitée, et pas seulement d'ailleurs aux États-Unis, tu le mentionnais, mais aussi en Europe, avec des réponses limitées, voire quasiment inexistantes, parce que en fait, on est dans un coup de main qui a réussi. C'est-à-dire que la Russie a réussi à poser un fait accompli. Elle a réussi à aller tellement vite, en plus avec une logique non attribuée. On a souvent parlé des petits bonhommes verts. On sait que c'était l'armée russe, mais sous les statuts internationaux, c'est des volontaires non attribués, donc on peut toujours nier, etc., etc. Mais même au-delà de ça, c'est aller tellement vite. Ça a été suffisamment décisif pour que, oui, bien sûr, les sanctions ultérieures ont peut-être été trop molles, c'est indéniable. Mais au final, la capacité de réponse militaire, et même la capacité de réponse, elle était assez limitée. En fait, elle était binaire. Dans le sens, c'est pour ça que je dis qu'elle est limitée. C'est soit tu rentrais en guerre contre la Russie si t'étais les États-Unis ou les Européens en disant on refuse l'action illégale, on applique, mais alors malgré le droit de veto russe, mais on applique l'article 51 de la Charte des Nations Unies, légitime défense, etc., 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 et on y va. Soit en fait, tes marges de manœuvre, elles sont limitées. On en reparlera, mais c'est la vraie différence avec 2022. 2022, comme les Ukrainiens ont résisté, tu peux faire des sanctions, des aides, donc en fait, une guerre par proxy, une logique d'assistance militaire internationale en profondeur, parce qu'en fait, tu as quelqu'un qui se bat. Alors qu'en 2014, l'armée ukrainienne ne tient pas le choc, l'annexion est faite, et d'ailleurs c'est une stratégie russe reconnue depuis 2013. Alors il n'y a pas eu de doctrine Gerasimov, contrairement à ce qu'on a voulu dire après 2014. Il y a eu des discours de chef d'état-major Valéry Gerasimov qui ont amené à une nouvelle vision des opérations russes, et donc notamment cette logique de fait accompli. Mais on a bien une inversion du rapport, c'est-à-dire que on veut prendre les choses très vite pour inverser le rapport à la guerre. Si la guerre elle dure, tu peux plus facilement laisser aux autres la capacité de s'indigner, de réagir. Si tu vas très vite, tu leur dis ok,
hormis la contestation, c'est soit c'est vous qui me déclarez la guerre, dans ces cas-là c'est une autre logique, vous acceptez ce coup de la guerre, etc. Soit vous êtes condamné à l'inaction ou à une action molle que tu as très bien décrite. Et je pense que les Russes ont réussi ça. Et si tu conjugues ça avec ce qu'on s'est dit juste avant d'une impréparation politique américaine, une politique étrangère américaine qui ne voyait pas spécifiquement de problèmes européens et qui n'avait pas dans son scope réellement un impérialisme russe, une politique de puissance russe, donc qui n'était fondamentalement pas préparée, entre la surprise et l'impréparation qui déjà t'impose un temps de retard, et en plus la capacité pour les Russes d'imposer le fait accompli, qui limite encore plus ta capacité de réponse, tu finis sur des Américains et des Européens qui n'ont pas eu le choix. Mais là où je te rejoins, et c'est intéressant, c'est que non seulement les sanctions ont été molles parce qu'il n'y a pas vraiment eu le choix, et les Russes auraient bien réussi leur coup, mais en plus de ça, on a très bien vu la limite en politique étrangère du temps de pré-guerre et du post-guerre. Fondamentalement, hormis vouloir mettre en place et par exemple soutenir les accords de Minsk, puis de Minsk II, vouloir, par exemple comme faisaient les Français, ne pas livrer les Mistral à la Russie pour finalement après les relivrer sous d'autres formes, etc. Voilà, faire quelques actions, t'es fondamentalement très limité. Sanctionner le pétrole et le gaz russe, ça peut être considéré comme un acte de guerre si t'es pas en guerre, parce que c'est un embargo. Si t'as pas de mandat de l'ONU ou de l'égalité internationale pour le faire, c'est toi qui es dans la position de l'agresseur. Est-ce que ça arrangeait vraiment les États-Unis de faire ça? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y avait pas aussi, ça c'est une opinion personnelle, mais est-ce qu'il y avait pas aussi dans une certaine frange des élites européennes comme d'une certaine frange des élites américaines, certaine acceptation du statut de la Crimée, on a entendu beaucoup de discours, on a lu beaucoup de prises de parole. Bon, la Crimée finalement elle est russe, l'histoire de la région qui était russe, qui a été donnée à l'Ukraine pendant la guerre froide par l'Union soviétique, enfin la République soviétique d'Ukraine, puisque l'Ukraine était dans l'Union soviétique. Voilà, toutes ces questions-là. Donc il y avait une certaine forme d'acceptation. Bon, c'est un peu leur truc, tant que ça va pas plus loin, pourquoi pas. Ça n'empêche pas par contre, et ça c'est assez intéressant, de voir que ensuite, passer la stupeur, passer les difficiles logiques, et en effet un renforcement de la logique, quand ça a clairement joué sur la perception de 2022, c'est pour ça que je faisais cette comparaison sur le coup de main, sur le fait accompli. Maintenant avec le recul, on voit très bien que l'opération militaire spéciale, qui portait bien son nom au premier jour, c'est une opération militaire spéciale, on veut faire la Crimée en grand, un truc qui dure quelques heures, quelques jours, allez une semaine à tout casser, on fait les choses très vite, on impose ces conditions à l'Ukraine et on va suffisamment vite pour de nouveau imposer le fait accompli et penser que les Occidentaux vont pas réagir. Ça s'est pas passé comme ça, on en reparlera, mais du coup c'est bien l'idée. Donc je pense qu'en effet ça a renforcé Poutine sur sa capacité d'action, ça a renforcé sa légitimité et ça lui a donné un précédent qu'il a voulu répéter. Mais pourquoi il n'a pas pu répéter ce précédent, ou l'une du moins des considérations, c'est que passé le choc stratégique, les Américains, pas seulement les Américains, mais les Américains en grande partie, ont investi dans la posture stratégique et l'assistance militaire internationale en Ukraine. Et à partir de 2015, surtout 2016 d'ailleurs, on a un approfondissement des relations entre l'Ukraine et l'OTAN, entre l'Ukraine et l'Union Européenne, entre l'Ukraine et son étranger proche, et même entre l'Ukraine et les États-Unis, sur des réformes doctrinales, des formations, et surtout du partage de renseignements. Partage de renseignements qui explique que fin 2021, sur renseignements américains, et à la fois côté américain et avec Zelensky qui fait, pardonne-moi l'expression, mais un peu la tournée des popotes dans les médias européens, il nous dit, début de l'année prochaine, on va se faire envahir. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tu as ce discours-là aux États-Unis en Ukraine. C'est parce que quand même on a un agenda stratégique qui devient commun, on a un partage de renseignements, on a un investissement, on va dire, politico-stratégique américain en Ukraine à partir de 2016 et vraiment de fin 2016. Donc, passer le choc stratégique et la stupeur et des sanctions peut-être inefficaces, on a en même temps un renforcement, et l'armée ukrainienne, la structure politique ukrainienne va grandement bénéficier de cette remontée en puissance à marche forcée grâce à l'assistance militaire internationale européenne et américaine, et c'est pas pour rien que, ça va compter, et que l'armée ukrainienne est totalement différente en 2022 de ce qu'elle était par exemple en 2014. En 2021, on est au plus proche de la guerre, donc lancée en 2022. Tu nous as parlé de l'administration Biden, qui choisit dès la fin d'année de rendre public ses renseignements sur les intentions russes, le mouvement des troupes, les opérations sous faux drapeau, les plans de déstabilisation. Est-ce que l'objectif, il était d'utiliser la transparence de renseignements pour ruiner les justifications russes ?
Oui, alors bien entendu, pour les brouiller, je pense aussi dans un effort, bon ça n'a pas marché pour le coup, mais dans un effort peut-être dissuasif. Dissuasif de montrer on sait ce que vous voulez faire. Bon bah si on sait ce que vous voulez faire, ça va peut-être moins bien se passer que vous le pensez. Ça s'est moins bien passé qu'il le pensait. Alors pour plein de raisons, pas que pour ça, mais en partie pour ça. Je pense qu'il y avait aussi un effort, et là très bien instrumentalisé par les Ukrainiens, par Zelensky, qui d'ailleurs c'était écrit dans toute lettre dans la doctrine et les documents stratégiques ukrainiens à partir de 2019. En gros, mobiliser la communauté internationale, mobiliser l'assistance militaire internationale, c'est la garantie de la résilience de l'Ukraine. Donc c'était aussi pour moi un moyen de mobiliser les Européens, mobiliser la communauté occidentale, essayer aussi de mobiliser la communauté internationale en disant on sait ce que vous allez faire, on est prêt. Voilà, je pense qu'il y a un vrai effort dissuasif, il y a un double effort, un vrai effort dissuasif d'un côté, un vrai effort de mobilisation du camp occidental de l'autre. Bon, l'effet dissuasif n'a pas marché. L'effet de mobilisation du camp occidental, ça dépend des États. Il y en a qui ont mis longtemps, plus de 6 mois par exemple pour les Allemands, plusieurs mois pour les Français à accepter qu'il y avait vraiment une invasion et qu'il y avait un bouleversement stratégique. Mais je pense que ça en a soudé d'autres et surtout ça a donné la légitimité et une vraie résilience aux Ukrainiens. Je pense aussi que l'idée, elle était très claire, de montrer que cette fois les États-Unis, et ça justifie exactement ce qu'on s'est dit avant, cette fois les États-Unis n'auraient pas de choc stratégique, les États-Unis étaient prêts, et les États-Unis prendraient des mesures. Donc, comme tu nous l'as dit, le fait est que ça n'a pas été suffisant. L'invasion russe a été déclenchée le 24 février 2022 sous le nom d'opération militaire spéciale, tu nous l'as dit aussi. La posture américaine, après ce 24 février 2022, elle a reposé sur un équilibre délicat entre soutenir l'Ukraine de manière décisive, tout en évitant un affrontement direct OTAN-Russie. Donc ma question est la suivante. Quels étaient, selon toi, les ressorts stratégiques et les lignes rouges qui structuraient cette approche ? Alors, je pense que ton phrasé est le bon. C'est-à-dire qu'on voulait une aide décisive. D'ailleurs, c'est écrit dans le document. Donc, chaque administration américaine fait un document stratégique qui porte le nom en général du président et de la vice-présidente. Donc là, dans le document Biden-Harris, donc du mandat de Joe Biden, il y avait écrit en toutes lettres « On recherche par l'aide à l'Ukraine la défaite stratégique de la Russie dans cette guerre ». Donc les mots sont forts. En effet, on cherche une défaite stratégique, donc on cherche en fait que la guerre ne soit pas profitable à la Russie. À ce moment-là, dans une logique, alors même si j'aime pas vraiment le terme, parce que c'est une guerre par proxy, voilà, je vais le dire. Pourquoi j'aime pas vraiment le terme ? Parce que on a l'impression que c'est tout nouveau, alors que on se penche sur l'histoire militaire dès les premiers temps des guerres entre entités politiques. On a vu l'utilisation de guerres dans l'étranger proche et d'aider quelqu'un qui est en guerre pour essayer de ne pas avoir à directement combattre l'autre, mais pouvoir, s'il peut avoir une défaite sans qu'on ait besoin d'intervenir. On a vu ça pendant toute la guerre froide, hein. Les Américains bien sûr qui aident en Afghanistan, la Chine et l'Union soviétique qui aident le Vietnam du Nord quand les États-Unis sont embourbés au Vietnam. Enfin bon, voilà. Donc cette guerre dite par proxy, elle a toujours existé. Mais en tout cas, là, le terme fonctionne, c'est exactement ça. C'est-à-dire les États-Unis, sous la présidence Biden, veulent mener une guerre par proxy. Donc on fait de la résistance ukrainienne, on fait de l'échec militaire russe un outil stratégique. Et dans ces cas-là, les leviers sont clairs. Les leviers, c'est, puisque c'est une guerre par proxy, on ne veut pas que les États-Unis interviennent directement. Par contre, on met en place tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que l'Ukraine résiste et si pourquoi pas gagne. Et donc ça passe par le grand outil de la politique étrangère américaine historique, hein, depuis sa création des États-Unis et depuis son arrivée comme puissance mondiale, l'assistance militaire internationale. Pourquoi je dis que c'est le cas ? Parce que dans les deux guerres mondiales, c'était le cas, en particulier dans la Seconde Guerre mondiale, avant l'entrée en guerre des États-Unis, la survie de la Grande-Bretagne passe par le soutien logistique américain. Ensuite, l'Union soviétique, comme toutes les autres armées alliées, sont équipées en grande partie de systèmes américains. Hein. Plus de 70% des camions logistiques soviétiques à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, sont des camions américains. 30% de l'aviation soviétique est de l'aviation américaine. Enfin bon, bref, voilà. Pendant toute la guerre froide, c'est la même chose. Quand on veut pas intervenir directement, on soutient les rebelles en Angola, on soutient les rebelles en Afghanistan, etc., etc. Donc en fait, on renoue avec un outil traditionnel de la politique étrangère américaine. On cherche le plus possible à ne pas rentrer en guerre directe, notamment depuis 1945, enfin même après, depuis les années 50, depuis qu'on a une vraie parité nucléaire, ou du moins qu'il y a une vraie dissuasion, on ne veut pas prendre le risque de l'escalade nucléaire, donc si on n'est pas obligé,
et ben on passe par de la guerre par proxy, on passe par de l'assistance militaire internationale, et donc les leviers ils sont clairs, éviter de rentrer en guerre directe et poser la question de la dialectique nucléaire. Pourquoi j'insiste sur cette dialectique nucléaire? Parce qu'on pourrait se dire, oui, si les États-Unis rentrent pas en guerre contre la Russie, il n'y a pas de dialectique nucléaire. C'est aller un peu plus loin que ça quand même, parce que la Russie, en tout cas la Russie poutinienne, utilise beaucoup la menace nucléaire, la rhétorique nucléaire, même dans les guerres conventionnelles comme en Ukraine. Depuis 2022, on a très souvent de la propagande, du discours, de la Russie est une puissance nucléaire, on pourrait utiliser le nucléaire. On a même eu, après le retrait des Russes de Kherson fin 2022, une agitation de pourquoi pas utiliser une arme nucléaire dite tactique, donc c'est une arme nucléaire, mais qui n'est pas vocation à détruire les villes ou à détruire l'ensemble d'un pays de niveau stratégique. Voilà, c'est d'où les armes stratégiques. Et l'arme tactique, ce serait plus pour détruire des forces armées. Bon, toujours est-il que c'est une arme nucléaire, donc il y a un sorte de tabou nucléaire depuis qu'elles avaient été utilisées sur le Japon. Et donc là, les États-Unis, comme l'Union européenne, au travers de la France, État doté, et l'OTAN, à travers des 3 États dotés, donc France, Royaume-Uni et États-Unis, sont rentrés dans une dialectique avec la Russie, rappelant que le nucléaire avait des conséquences, que attention, ça se passerait pas comme ça. On a eu un mémorandum américain qui a détaillé à la Russie les différentes réponses américaines non nucléaires et éventuellement nucléaires en cas d'escalade de risque. Donc on a eu cette double dialectique. Premièrement, ne pas rentrer en guerre, et en même temps rentrer dans le dialogue nucléaire, même si on n'est pas en guerre avec la Russie, pour essayer d'avoir des limites, et en tout cas rester dans une logique conventionnelle, et de l'autre côté, cette aide tout azimut aux forces ukrainiennes, bien entendu les équipements, bien entendu les financements, mais surtout et avant tout l'aide à la planification et renseignement, qui est aujourd'hui toujours aussi déterminante qu'en 2022, et donc voilà, on a cette logique de ligne rouge, on ne veut pas rentrer en guerre, on veut éviter toute escalade nucléaire, y compris même simplement contre l'Ukraine, et d'un autre côté, aide tout azimut et exprimée très clairement lors de la présidence Biden. Tu nous as parlé du mémorandum américain sur les différentes échelles de réponse. Tu peux nous en dire un peu plus? Quels étaient les différents niveaux? Alors, on a bien entendu, on est dans quelque chose qui est classifié, mais ce qui est assez intéressant, c'est le discours qui a été fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas rendu public, côté américain, les clauses, mais on a ouvertement dialogué et ouvertement dialogué sur le sujet et ouvertement fait fuiter dans la presse américaine qu'on avait transmis un mémorandum décrivant la capacité des États-Unis à infliger, même en non nucléaire, des capacités de réponse très importantes, que en cas d'usage russe du nucléaire, il y aurait des frappes dites décisives non nucléaires, et si ça ne suffisait pas et que la Russie rentrait dans une escalade, pourquoi pas nucléaire. Donc voilà ce qu'on a fait fuiter. Donc les détails, le nombre de paliers, on l'aura pas, mais on a bien eu cette logique, alors logique assez classique, depuis les années 60, 70, et que le passage dans les États-Unis de ce qu'ils appellent une réponse flexible, donc la capacité de passer par palier dans une réponse jusqu'au nucléaire. Bon voilà, on a eu cette répétition, mais on voit bien cet engagement américain avec à ce moment-là, dans la présidence Biden, une précision, enfin une logique très claire, très nette sur les éléments et sur ses capacités de réponse. Donc on voit qu'on allait vers une logique graduée, et ce qui est intéressant, puisqu'on n'a pas vraiment les détails, c'est le discours. On a voulu communiquer côté américain sur le fait qu'on prenait ça au sérieux, qu'on avait des capacités de réponse, et que c'est pas parce qu'on s'engageait pas militairement dans ce conflit qu'on ne restait pas dans la logique dissuasive de protection du territoire européen, et plus globalement de protection de l'équilibre mondial, notamment sur la nécessité de refuser, sauf cas de dernier recours extrême, le recours au nucléaire. Et tu penses pas que ça a laissé le champ libre à Moscou d'avoir un cadre défini, de se dire finalement, si j'ai le champ libre en Ukraine, je ne déborde pas sur la Pologne, j'utilise pas l'arme nucléaire, eh bien j'ai le champ libre, je sais à quoi m'attendre. Alors, dans ce cas-là, si. Si, mais je pense pas que ce mémorandum ait changé quelque chose. Je pense que du moment que les Ukrainiens sont aidés par les Occidentaux, y compris les Américains, mais qu'on voit très bien et clairement qu'il n'y a pas de vocation de rentrer en guerre directement ou d'aller, sauf cas exceptionnel, mais en guerre contre la Russie directement pour l'Ukraine, et encore une fois, c'est écrit très clairement dans le document Biden-Harris. Bon, je pense qu'en fait, la messe, elle est dite par rapport à ça. C'est de dire, si la Russie arrive à gagner sa guerre en conventionnel, de toute façon, on devra s'y faire. Donc, mais à l'inverse, de dire,
côté, je pense, américain, si on aide suffisamment, en tout cas dans la présidence Biden, si on aide suffisamment les Ukrainiens pour que ça n'arrive pas, les Russes seront obligés de négocier, et comme on leur fait comprendre qu'ils peuvent pas utiliser le nucléaire ou qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils devront accepter le statu quo à un moment ou à un autre. Donc je pense que ça va dans les deux sens. On va passer sur le plan économique. Je vais te donner mon point de vue et tu vas me dire ce que tu en penses et où tu nuanceras. Je pense que l'un des grands gagnants du conflit pourrait bien être les États-Unis. Je pense que par opportunisme, Washington profite d'une Ukraine qui n'a pas la possibilité de refuser son soutien et se voit contrainte d'accepter des accords commerciaux défavorables, notamment sur les ressources stratégiques comme les terres rares. Dans le domaine militaire, il n'existe pas d'obligation formelle pour l'Ukraine d'acheter des armes américaines, mais la dépendance créée par l'aide US, de par la standardisation de la maintenance, des munitions, la formation, la pousse de facto vers l'armement américain, dont les coûts vont être largement assumés par les Européens, autrement dit les Français et les Allemands, qui vont faire tourner l'industrie de la défense américaine au détriment de la leur. Donc je pense qu'on assiste en fait à une double dynamique, tenir l'Ukraine, sécuriser l'accès à ses ressources, tout en affaiblissant le souverainisme industriel de défense européen, en particulier celui de la France et de l'Allemagne. Alors je pense que c'est la description parfaite de l'administration Trump vis-à-vis de l'Ukraine. C'est exactement ça, et ça correspond vraiment, ce tournant-là, au second mandat Trump. Puisque tout ce que tu décris, pression sur les terres rares, inscription, encore une fois, y compris dans les clauses du plan de paix, d'une reconstruction financée par les Européens, un mécanisme d'achat d'armes américaines, mais en fait, c'est des achats européens d'armes américaines pour assurer des livraisons, c'est tout à fait la présidence Trump. Et en fait, c'est lié à un double agenda. Une logique très trumpienne du deal, c'est-à-dire que il faut, pour que les États-Unis s'investissent selon Trump dans des logiques de politique étrangère dans le monde, soit c'est leur intérêt immédiat, par exemple la posture actuelle vis-à-vis de l'Amérique du Sud, ou vis-à-vis de la Chine, etc., soit il faut en avoir pour son argent. Et donc tout ce que tu décris, c'est exactement ça, pour l'Ukraine comme pour la sécurité européenne. On a vu, ça correspond aussi aux nouvelles pressions sur la nécessité pour les Européens de s'approprier leur défense, de renégocier dans l'OTAN, tout le débat qui finalement serait une réussite pour Trump, d'aboutir que les Européens s'engagent en effet à 5%, dont 3,5% pour vraiment le budget, et puis 1,5% pour les infrastructures liées aux questions militaires, les investissements et le retour en masse d'investissements autour d'achats de F-35, la conditionnalité de l'aide en disant les Baltes et les Polonais ils investissent bien, donc eux je suis sûr de les défendre, les autres on verra. En fait c'est vraiment cette logique là, et cette logique elle est poussée en Ukraine, et aujourd'hui on voit, si tu veux, ce qui était sous-jacent, ou peut-être sous-jacent, on parlait déjà de l'implantation des entreprises américaines pour la reconstruction de l'Ukraine, etc., du moment de Biden. Mais là, c'est plus juste officieux, on va dire, dans une logique privée. C'est clairement une posture trumpienne, c'est clairement l'un des intérêts de Trump à la négociation en Ukraine, et c'est carrément de dire... C'est vraiment une notion de deal, donc d'accord, on va dire profitable pour les deux parties. Oui, les États-Unis essayent de faire un plan de paix, les États-Unis ramènent la Russie au cœur des négociations, à la table des négociations. Les États-Unis s'engagent, il faudra voir les modalités exactes, mais à plus ou moins protéger l'Ukraine. Les États-Unis s'engagent à protéger l'Union européenne, les Européens au sens large avec l'OTAN. Pour ça, il faut payer. Donc les Ukrainiens ils vont donner ce qu'ils peuvent, ils vont ouvrir le marché à la reconstruction, et avec les Européens ils vont payer pour leur défense, et s'ils veulent encore plus aider les Ukrainiens que ce qu'ils font déjà, ils vont payer pour des armes américaines pour en fait arriver à ce qu'on ait une rentabilité de l'aide. Donc on va de plus en plus, moi j'aime bien utiliser ce terme, y compris dans mes enseignements, j'aime bien utiliser ce terme de la conditionnalité. En fait je pense que on a des fois du mal à lire la logique de Trump, qui est des fois un peu tout feu tout flamme, qui a passé de la confrontation ou pas. En fait, je pense que ce critère-là de la conditionnalité, il est très bien, il permet d'illustrer beaucoup de choses. Trump, il a une politique étrangère conditionnelle. C'est-à-dire qu'il est dans la logique où je fais quelque chose à condition que ça me soit profitable. Et quand je parle avec quelqu'un où je vois pas mon intérêt immédiat, quelles sont les conditions pour que ça me rende la chose profitable? Et tout ce que tu as décrit au niveau économique, c'est ça. Il faut que conditionnellement ce soutien à l'Ukraine nous soit profitable, et donc on va vers une dynamique que tu décris très bien. Les Européens qui certes investissent dans leur défense, mais qui continuent à investir de plus en plus dans la défense américaine, une aide à l'Ukraine de plus en plus orientée vers on paye
pour l'aide américaine. Et dans tous les cas, les entreprises américaines, les États-Unis doivent bénéficier de la future reconstruction de l'Ukraine et doivent en bénéficier. Et si l'Ukraine n'a pas de fonds, ça passera par fonds européens, comme ça l'a malheureusement trop souvent fait si on est européen. Alors, ça sera encore une question orientée. Je pense que dans toute cette séquence, le grand perdant, c'est l'Europe occidentale. Sur le plan économique, industriel et énergétique, l'Union européenne se raffaiblit, explosion des coûts de l'énergie, perte de compétitivité, dépendance accrue aux importations américaines de gaz et d'armement, et un recul du souverainisme industriel face au modèle américain. Politiquement, l'Europe n'a pas été en mesure d'imposer une ligne stratégique autonome. Elle suit plus qu'elle ne décide. Cette fragilité, elle est d'autant plus frappante que même l'explosion des gazoducs Nord Stream, qui a été un événement majeur, qui touche directement la sécurité énergétique de l'Allemagne et donc du continent européen, n'a suscité aucune émotion, aucune réaction européenne à la hauteur de l'enjeu. Je sais bien qu'officiellement, on ne sait pas qui a fait ça. Je vous mets quand même 2 extraits vidéo que vous connaissez sûrement. Dans un premier temps, la déclaration de Biden. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Et une interview de Scott Bessent, qui est secrétaire au Trésor américain. So we blew it up. Somebody did. Somebody did. Probably Putin. I know some Norwegian fishermen bumped into it. Au final, on a le sentiment que les États-Unis structurent le jeu, que l'Ukraine dépend d'eux et que l'Europe paye la facture, économiquement comme stratégiquement. Ça met en évidence que l'équilibre transatlantique, il semble s'être déplacé de manière nette au détriment de l'Europe occidentale. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que les États-Unis ont un objectif clairement défini de profiter du conflit ukrainien pour affaiblir économiquement l'Europe occidentale, ou du moins pour éviter le renforcement de sa souveraineté ? Alors, sur la question finale que tu poses, je pense qu'il faut être un peu plus nuancé. Par contre, sur le constat, je suis tout à fait d'accord. Le grand perdant de ce jeu-là, c'est l'Europe. Malgré les tentatives, on n'a pas tout fait mal, on essaye de, notamment sur impulsion française, ensuite avant c'était l'impulsion de la Tchéquie avec la coalition des volontaires pour l'artillerie, pourquoi pas de certains pays nordiques. On a la volonté vraiment et on a dépassé certaines lignes rouges, on a livré en premier les chars, on a essayé de faire bloc, etc., etc. Et on essaye de peser, mais si on a une vision stratégique et géopolitique neutre, factuelle, oui, l'Europe est la grande perdante de cette histoire. Parce que, et on le voit encore sur le plan de paix actuellement, ils essayent de forcer à être dans le jeu. Ils essayent de dire, on est là. Mais la négociation, tout doucement, en particulier avec la présidence Trump, se passe de plus en plus dans un jeu en fait à deux. Les États-Unis parlent à la Russie et imposent les choses aux autres. Économiquement, en effet, l'Europe accepte de plus en plus de pays. Alors, on parle de l'Ukraine, mais pas seulement. On a accepté les tarifs douaniers avec von der Leyen, etc., etc. Donc, je pense que l'Europe sort affaiblie, ou du moins de sa position à reculer. Et n'a cessé de reculer, mais pourquoi ? Et c'est celle-là ma question. Je pense pas qu'il y ait forcément un grand plan depuis Biden. Peut-être qu'il y a un plan Trump, et encore il faudra un peu de recul du temps. Je pense juste qu'en fait, on a l'exploitation, en particulier avec la présidence Trump, de la faiblesse de ce qu'est l'Europe occidentale. Si on regarde, on parle souvent de l'autonomie stratégique, mais quelle autonomie stratégique ? On parle d'Europe de la défense. Quelle Europe de la défense ? Les agendas des 3 États baltes, de la Pologne, ne sont pas forcément déjà les mêmes entre eux, pas du tout les mêmes que ceux de l'Allemagne, pas les mêmes que ceux de la France. On a des postures où l'Espagne est clairement atlantiste, clairement OTAN first, comme vont l'être les États baltes, la Pologne, le Luxembourg, qui a complètement délégué sa sécurité. Bon, en même temps, le Luxembourg, c'est normal, mais voilà. Là, tandis que la France cherche à jouer une certaine autonomie stratégique, mais même quand elle essaye de faire une autonomie stratégique ou des partenariats approfondis avec l'Allemagne, on voit que sur le SCAF, on n'avance pas, que...
voilà, que on voulait faire des choses avec certains, mais en fait l'Italie va faire un truc avec les Britanniques, et pourquoi pas avec un projet avec le Japon. En fait, je pense que l'Europe paye ses propres divisions, paye ses propres démons, de dépendre et de n'avoir cessé de développer sa dépendance stratégique à l'OTAN et aux États-Unis au sortir de la guerre froide pour profiter des dividendes de la paix, n'a jamais réglé son problème stratégique de quelles sont ses priorités, comment on arrive à conjuguer que certains États aient une menace directe, vive, qui considèrent comme étant liés intimement à leur survie, donc le flanc Est, avec des États plus éloignés, qui donc n'ont pas les mêmes priorités stratégiques, comme l'Ouest de l'Europe. Voilà, je pense qu'on en arrive là, donc je suis plus nuancé sur le plan. J'ai du mal notamment à voir, il nous faudra un peu plus de temps, mais à voir une ligne très claire de grande stratégie de la politique étrangère de Biden, de la politique étrangère de Trump. Je parlais de la conditionnalité, mais on voit bien aussi des errements, des changements dans cette conditionnalité. Donc j'ai du mal à voir un grand jeu, si tu veux, un grand plan d'exploitation. Je pense juste qu'il y a une habitude de politique étrangère américaine, qui a eu un opportunisme américain, qui exploite des faiblesses structurelles d'une Europe qui se veut stratégique, qui se découvre avec un potentiel stratégique, mais qui a refusé d'être un pion stratégique, un acteur stratégique sur ces 30-40 dernières années. Et donc quand tu as eu l'habitude de déléguer à l'OTAN et de mettre un peu la poussière sous le tapis des divisions européennes sur ce qu'étaient nos priorités, là c'est difficile d'arriver à avoir une posture commune, et donc forcément celui qui est déjà implanté, qui peut négocier pas simplement des outils industriels, mais dire oui, mais m'acheter américain, c'est aussi se garantir ou du moins renforcer une présence américaine pour la protection. Oui, c'est sûr que c'est pas le même enjeu. Après, je pense que tout n'est pas perdu, notamment parce qu'on a une industrie qui essaye de se réformer, et puis parce que même les Américains eux-mêmes ont leurs problèmes industriels. Si on prend l'industrie de l'armement, il y a un moment, les Polonais ont voulu des systèmes automoteurs d'artillerie et surtout des chars en grand nombre et rapidement. Les seuls qui pouvaient réellement les livrer, c'était les Coréens du Sud. Bon, donc tout n'est pas raflé par les Américains, mais c'est sûr que je pense qu'ils exploitent des divisions, ils exploitent aussi leur position dominante dans les relations internationales, qui fait que progressivement l'Europe a reculé et aujourd'hui peine à imposer son agenda ou même à s'imposer dans le règlement de la question de l'Ukraine. Et concernant le futur, dans l'hypothèse d'un conflit sans issue, voire d'un conflit gelé entre l'Ukraine et la Russie, quelle serait selon toi l'évolution probable de la posture américaine ? Alors, je pense qu'il y a deux possibilités. Il y a une possibilité, déjà d'inscription dans la durée de Trump ou de ses successeurs avec cette vision conditionnelle, et il y a un vrai risque de désintéressement américain. C'est-à-dire à un moment, on essaye de faire la paix plusieurs fois, on n'y arrive pas, écoutez, débrouillez-vous, on va réduire l'aide, on va faire un seuil minimal et nous on va se concentrer sur les vrais enjeux, voire dans ce cas-là, un vrai risque, je pense, d'aller vers une normalisation progressive des relations avec la Russie, alors un vrai risque pour les Européens et pour les Ukrainiens, en allégeant certaines sanctions, en reposant certaines questions. Voilà, je pense que ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, mais qui dépend éventuellement des élections américaines, donc il faut vraiment que le conflit s'inscrive dans la durée. Si on a une alternance et un retour notamment démocrate, qui était quand même plus favorable et plus sur une ligne Biden, on pourrait avoir l'inverse, c'est-à-dire un approfondissement de nouveau des relations, une volonté de redévelopper les liens avec l'Ukraine. Je pense que ça dépend beaucoup de la stabilité politique interne des États-Unis. Si on continue à être dans une ère administration Trump ou une ère qui continue, donc un conflit qui vraiment ne s'arrête pas, un conflit qui continue 5-10 ans et qu'on est dans cette logique-là, je pense qu'il y a un vrai risque de désintéressement et de normalisation progressive des relations entre les États-Unis et la Russie, tout simplement pour passer à autre chose. Faire le vrai pivot vers l'Asie, se concentrer sur des problématiques du continent américain et dire on a tout essayé, maintenant débrouillez-vous, en rejetant notamment à ce moment-là la faute sur les Ukrainiens et sur les Européens, je pense, en disant qu'ils ont été va-t-en guerre, etc. Ou alors, en cas d'alternance politique, un retour à une politique plus proche de Biden, qui approfondit les choses, mais qui du coup, contre-intuitivement, serait préjudiciable aussi pour les Ukrainiens, dans le sens où Biden n'était pas très favorable, enfin ils n'ont pas cherché la politique de paix, puisqu'ils étaient plus sur l'idée, ou de compromis, à dire, il faut aider les Ukrainiens à vaincre. Aider les Ukrainiens à vaincre, c'est pas chercher l'arrêt des conflits. Donc dans les deux cas, pour être très clair, je pense que si on se prend d'un point de vue européen et d'un point de vue ukrainien, la guerre qui dure
géopolitiquement, c'est pas du tout profitable et c'est pas du tout quelque chose qui va être utile ou même agréable vis-à-vis de leur relation avec les États-Unis. Alors après, il faut pas accepter n'importe quelle paix, mais je pense que voilà, si le conflit dure trop, dans les deux cas, on va finir par une logique où les Ukrainiens vont avoir de moins en moins d'aide américaine, dans un sens ou dans l'autre, soit parce qu'on aura tout donné et qu'au bout d'un moment on pourra plus, soit parce qu'on va finir par se désintéresser et à passer à autre chose. Et je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais est-ce que tu penses que l'évolution de la posture américaine dans le conflit ukrainien et ses conséquences, ça a modifié la manière dont Washington envisage désormais sa position vis-à-vis de Taïwan ? Alors, c'est difficile à dire, je pense que c'est un très bon sujet de future émission, les États-Unis en Asie et le cas de Taïwan déjà, mais pour faire très vite, je pense que ça a donné des clés à tout le monde. Ça a donné des clés aux Chinois pour se dire, bon, une invasion, même quand on semble avoir un rapport de force décisif, c'est pas si simple que ça, et on pourra en reparler une autre fois, mais traverser, on a l'impression que le détroit de Taïwan, il est court, mais il est pas si court que ça c'est très compliqué. Je pense que ça a donné aux États-Unis l'idée que peut-être que la résistance de Taïwan et la messe était moins dite que ce qu'on voulait le croire, donc il y a peut-être une potentialité. D'un autre côté, ça a donné aux États-Unis, à mon avis, et aux Chinois aussi peut-être, l'idée que le risque qu'on soit dans un conflit long avec des conséquences fortes sur l'économie mondiale, vraiment des problématiques de déstabilisation de longue durée, qu'il faut penser le soutien, le ravitaillement, amène peut-être une certaine modération ou à se dire, bon, si ça doit arriver, ça arrivera. De toute façon, la balle est dans le camp des Chinois, pas dans le camp des Américains. Contre toute probabilité, si quelqu'un a envie d'envahir, il envahit, et puis advienne que pourra. En tout cas, dans les relations internationales telles qu'elles sont faites actuellement. Mais moi, je pense que ça invite à poser la question de est-ce qu'on peut pas redéfinir un ordre mondial entre nous, et c'est un peu ce qu'on voit avec les tarifs douaniers, avec la dernière entrevue là il y a quelques jours avec entre l'administration américaine et l'administration chinoise autour d'un règlement, d'un apaisement autour des tarifs douaniers, etc. Peut-être d'essayer de se dire est-ce qu'on redéfinirait pas l'ordre du monde ou l'ordre en Asie entre nous. Et on parle pas trop de Taïwan, on essaye de passer outre. C'est un peu la vision qu'on voit ou la dynamique qu'on voit actuellement. Et tu penses pas qu'à long terme, la guerre en Ukraine, elle n'est pas aussi un révélateur d'un affaiblissement structurel des États-Unis eux-mêmes, dont la capacité d'influence et de projection directe comme indirecte semble quand même moins dynamique qu'auparavant, malgré le maintien de leur domination économique mondiale incontestable ? Et ben alors, c'est marrant que tu me dises ça, parce que moi j'ai la perception inverse. C'est-à-dire que moi, le moment, si tu veux, d'affaiblissement des États-Unis, je le vois avant la guerre en Ukraine. Et notamment le retrait, la queue entre les jambes d'Afghanistan, où tu as une administration américaine qui est moquée par le monde entier, un OTAN qui veut plus faire. Et en fait, à l'inverse, l'Ukraine, alors paradoxalement, je pense pas que c'était prévu par les Américains, mais cette invasion, elle a remis les Américains au centre du jeu, notamment européens. Avec élargissement de l'OTAN tel que les Américains ne l'auraient pas jamais rêvé, parce qu'avec des Nordiques qui sortent de leur neutralité, avec du coup un réinvestissement financier dans l'OTAN, avec un appel aux grands frères américains vite pour protéger tout le monde, pour réinvestir, etc. Donc tu vois, à l'inverse, je le vois comme une opportunité, alors peut-être temporaire, et ça c'est la vraie question à mon avis qu'il faudra surveiller de près. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Ça, il n'y a que le temps qui nous le dira. Mais en tout cas, temporairement, au contraire, je le vois plus comme un moment où les États-Unis sont arrivés, depuis 2022, un peu sortir de l'ornière stratégique, où ils étaient la risée du monde, où ils disaient vous avez rien pu faire, les lignes rouges d'Obama en Syrie, elles ont servi à rien, l'Afghanistan et l'Irak, des décennies de guerre pour rien, les Européens n'ont pas besoin de vous, personne n'a besoin de vous, et là d'un coup, c'est le contraire, les États-Unis reviennent au centre du jeu à tel point que, et c'est un peu paradoxal, ça aussi ça pourrait faire l'objet d'une émission, c'est les États-Unis, alors même, je ne parle pas du contenu du plan, mais qui finissent par imposer un plan de paix à Gaza, ça aurait été impossible dans les années 2020, voilà, même avant. Donc je pense qu'au contraire, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Pour moi, c'est la vraie question, mais ça leur a donné l'opportunité de se replacer en tant qu'acteur stratégique dominant, au moins en Europe, là où 2021, on est vraiment dans un moment où tout le monde se dit, ça y est, la page elle est tournée, les États-Unis, c'est terminé. Merci Thibaut, je te remercie. Merci à toi. Je vous dis à très vite sur Radio Stratégie pour de prochaines vidéos. Au revoir.